Bonjour à tous. Bienvenue sur la table ronde Élargir et renforcer la diffusion des œuvres par le développement des partenariats éditoriaux, opportunités et contraintes. Nous avons ici la chance d'avoir 6 intervenants et une salle comble pour pouvoir échanger sur ce sujet pendant plus d'1 heure. Je suis Marianne Cosra, je travaille à l'Institut français en tant que responsable du pôle livres et médiathèques et je serai la modératrice pendant cette table ronde. Bienvenue à tous. Je vais présenter les différents intervenants en commençant par la salle et ensuite je présenterai les intervenants qui nous rejoignent en vidéoconférence. Donc, par ordre de personnes assises, en premier sur ma droite, vous avez Pierre Astier, qui est agent littéraire chez Astier Péché, Literary and Film Agency. Ensuite, vous avez Elisabeth Daldoul, qui est fondatrice et directrice d'édition Elisade, une maison d'édition basée en Tunisie et aussi distribuée en France et ailleurs. Vous avez à ma gauche Jean-Claude Naba, directeur des éditions Sankofa et Gurli du Burkina Faso. Sur l'écran, vous avez la possibilité de voir Denis Beria, qui est directeur international d'Hachette Livre International en France. Est-ce que vous m'entendez déjà? Parfait, là je vous entends. D'accord. Bienvenue Monsieur Beria. Ensuite, donc, je vais conclure avec les 2 autres intervenants qui sont sur l'écran. Nous avons Benoît Dubois, qui est directeur de l'Association des éditeurs belges, l'ADEB. Oui, bonjour. Je suis ravie de vous entendre et de vous voir. Et nous avons Madame Loubna Serraj, qui est écrivaine marocaine, lauréate du prix Orange Afrique en 2021 pour son ouvrage Pourvu qu'il soit de bonne humeur. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez, vous me voyez? On vous voit, on vous entend. La seule difficulté que j'ai, c'est que je dois me retourner pour vous voir, ce qui risque d'être un petit peu problématique si ce problème n'est pas réglé. Voilà. Donc sur scène, nous avons 3 autres intervenants. Je résume rapidement parce que vous ne les avez pas entendus qui étaient là. Pierre Astier, agent littéraire chez Astier Péché Literary Film Agency. Elisabeth Daldoul, fondatrice et directrice d'édition Elisade en Tunisie. Et Jean-Claude Naba, directeur des éditions Sankofa et Gurli du Burkina Faso. Voilà, donc tout le monde a été présenté. Le propos de cette table ronde est aussi que la salle puisse participer. Donc ce que je propose, c'est que vous ayez chacun 5 minutes de présentation pour nous faire partager votre expérience avec les points forts et les points faibles des différentes expériences que vous avez mises en œuvre, projets collaboratifs et partenariaux. Et ensuite qu'on puisse rebondir sur ces différentes présentations pour aussi partager peut-être des expériences intéressantes depuis la salle et discuter ensemble. Le format est assez magistral, on va dire, mais le principe étant que la salle participe aussi pleinement au débat. Donc je vais commencer par donner la parole. Alors ce qui est intéressant dans le panel des personnes qui sont présentes ici, c'est que nous avons évidemment des expériences sur différents continents, en différents pays, mais aussi à beaucoup directeurs d'édition, avec une écrivaine et un agent littéraire. Donc, je propose de donner la parole en premier lieu. Je vais donc donner la parole à Elisabeth Daldoul, qui va exprimer de son point de vue quels sont, à son niveau d'expérience, les points forts et les points faibles de ces projets éditoriaux qui ont lui permis d'élargir et de renforcer la diffusion des œuvres. Oui, merci Marianne. Donc, les points forts, les points faibles. Les points par rapport à Elisade, donc, qui est une maison d'édition qui existe depuis 2005, qui est spécialisée, on va dire, dans la ligne éditoriale et la fiction en langue française. Très vite, je veux dire peut-être 1 an après la création de la maison d'édition,
j'ai cherché à être diffusé et distribué hors Tunisie. D'abord, pour des raisons économiques, le marché tunisien en fiction et en langue française est une niche. Il me fallait vraiment pouvoir proposer mon catalogue à d'autres lecteurs. Et puis aussi, l'autre raison, qui n'est pas la moindre pour moi, c'était, il me semblait qu'on était arrivé dans des temps où on pouvait, nous, éditeurs du Sud, être véhiculer des textes, des imaginaires, et que ne pas tout recevoir, ne pas recevoir toutes les propositions des ouvrages des éditeurs du Nord, que la circulation du livre et des idées et du travail d'édition devait, c'est pas pouvait, parce que c'est possible, mais devait se faire dans les deux sens. Donc j'ai choisi la voie, non pas de la cession de droits ou de la coédition, c'est-à-dire chercher un éditeur partenaire en France essentiellement, puisque je publie en langue française, mais j'ai choisi la voie de chercher un diffuseur-distributeur. Les avantages, c'est que je ne dépends pas de l'intérêt d'un confrère pour pouvoir vendre des droits. Donc j'ai une certaine indépendance, une certaine liberté, on va dire, économique, mais il y a bien sûr des contraintes. C'est quand même toute une structuration de la profession. Ce n'est pas simple parce qu'il y a des calendriers et nous, depuis Tunis, il faut tenir compte quelquefois des retards de l'imprimeur parce qu'il n'y a pas de papier. Il y a toutes les conditions d'export du livre, puisque j'envoie mes livres, je fais de l'export, je les envoie chez un distributeur en France. Voilà, donc c'est pas facile, mais bon, c'est une question d'organisation et on apprend et aujourd'hui, je crois que je suis dans les rouages. Voilà mon expérience sur la diffusion, distribution. Peut-être qu'on abordera d'autres points. Voilà. Alors après, petite parenthèse pour finir, c'est vrai que je ne suis pas à la recherche de coédition, c'est-à-dire que mon livre soit acheté par d'autres éditeurs ailleurs. En revanche, et notamment à travers des ouvrages, enfin la circulation de certains textes, j'achète les droits pour le marché tunisien et je pense notamment à la collection Terre solidaire de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants, dont je coordonne le réseau francophone. C'est une expérience vraiment très très riche, puisque nous sommes dans le réseau francophone, nous sommes à peu près 70 éditeurs, et nous pouvons acheter certains titres pour des titres qui correspondent à nos intérêts, qu'on partage en commun avec 4, 5, 6, ça va jusqu'à 15 éditeurs, et que nous pouvons proposer sur nos marchés du Sud à des prix complètement adaptés au marché. Par exemple, en Tunisie, un titre, je ne sais pas, on a publié Véronique Tadjo est en vente à 8 dinars, à 3500 francs CFA pour l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est une vraie dynamique et ça permet la diffusion d'ouvrages qui nous sont importants et accessibles au plus grand nombre. Donc ça, c'est pour ma part, pour Elisade, c'est un volet que je pratique pour certains titres sur le marché tunisien. Sinon, les éditions Elisade sont diffusées par ailleurs. D'accord. Vos pratiques, on va dire, de mise en commun de droits au sein de l'AIEI, c'est des contrats de coédition. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc c'est les mêmes principes. C'est les mêmes principes et voilà. Et c'est une collection très spécifique d'auteurs que nous choisissons en commun. Donc c'est un vrai travail collégial et c'est passionnant.
D'accord. Donc ça se base aussi sur un réseau de personnes qui se connaissent, ont une ligne éditoriale partagée Tout à fait. et une recherche de lectorat qui va dans le même sens. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup pour pour votre présentation et ces différentes expériences. J'ai une dernière petite question. Vous dites que vous avez cherché finalement un diffuseur-distributeur en France après votre première année d'activité. Est-ce que le choix du distributeur a été facile et est-ce qu'il vous a été aisé de signer un contrat avec un distributeur en étant basé en Tunisie? Non, le choix n'a pas été facile parce que c'est aussi un secteur de l'activité du livre très complexe que j'ai découvert. C'est-à-dire évidemment, c'est le diffuseur-distributeur qui choisit qui il veut, et il a bien raison, mais du coup, j'ai pu rencontrer plusieurs diffuseurs avant qu'un m'accepte. Et alors une fois qu'on est voilà, on est parti dans le système, ça va mieux, mais c'est aussi non, ce sont des étapes vraiment pas évidentes. Qui explique sûrement, je pense, la difficulté de nombre d'éditeurs du Sud à être diffusés et distribués, notamment en France, puisqu'on sait que le marché est quand même essentiellement en France. Et dernier point, est-ce que le fait d'avoir trouvé un distributeur-diffuseur aurait pu mettre en péril votre modèle économique? Non, non, ça a été salvateur plutôt. Très bien. Ouais, donc oui. vous aviez, la maison d'édition avait totalement préparé Oui, tout à fait, cette montée en puissance. Oui, tout à fait. Après, totalement préparé. Non, j'ai après sur le terrain. Mais le nerf de la guerre, c'est la diffusion et la distribution. Pourquoi dans nos pays, c'est si compliqué? Enfin, ça a été évoqué ce matin. Pourquoi les livres ne circulent pas? Je pense déjà rien qu'au Maghreb. C'est parce que la profession n'est pas forcément aussi très organisée. Il y a certes des barrières douanières, bancaires et politiques, mais c'est que il est difficile. Oui, la profession reste encore enfin, tous les maillons ne sont pas posés justement. Très bien. Est-ce que je vais à ma gauche auprès de Jean-Claude Nabat? Est-ce que vous vous retrouvez dans les propos d'Elisabeth Daldoul ou pour vous l'expérience est totalement différente? Ça doit fonctionner. Ça fonctionne? Oui. D'accord, merci. L'expérience personnelle est totalement différente, mais je rejoins Elisabeth dans la mesure où nous sommes tous membres de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants et donc nous bénéficions, je dirais, de cette structure de coédition. Autant elle aura parlé, disons, du cas spécifique des éditions Elisade, autant moi je voudrais mener quelques réflexions rapides sur le principe de la coédition en lui-même, ce qui permettrait peut-être de faire ressortir la position quelque peu spécifique de ma maison d'édition à moi au Burkina et des conditions d'édition et de diffusion et de circulation de l'ouvrage. Nous sommes là pour ça. D'accord. Je continue ou bien? C'est pour vous. D'accord, merci. Avec l'expérience et le fait d'être membre de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants, j'ai eu une double image, disons, de ce que nous allons appeler la coédition. Il y a ce que j'appelle la coédition grand format, telle qu'organisée par l'Alliance, qui prend en compte la sélection des titres dès le départ, sélection des titres à proposer à la coédition, donc ça veut dire mise en place d'un comité de lecture, en passant par la mobilité des auteurs aussi, la gestion des droits d'auteur, les travaux de pré-presse et d'impression, le transport et la livraison
sécuriser des lots d'ouvrages. Ça paraît être, je ne sais pas, comme banal, mais c'est existentiel dans des pays où, comme le disait Elisabeth tout à l'heure, tous les maillons de la chaîne ne sont pas structurés ou ne sont pas suffisamment structurés pour qu'on puisse se reposer sur une machine qui fonctionne comme d'elle-même. La coédition prend en outre les besoins de traduction, par exemple, ce qui va permettre donc aux ouvrages de voyager à travers les espaces géographiques, linguistiques, mais aussi culturels. Étant évident que l'association faîtière ne peut pas à elle seule couvrir les frais liés à une telle entreprise, qui peut impliquer un bon nombre d'auteurs, 12 au moins dans certaines situations, 12 éditeurs d'autant de pays, l'Alliance a développé une expertise dans la mobilisation des moyens nécessaires, moyens matériels, financiers, humains. Sa capacité d'organisation, d'innovation, de réaction et d'adaptation au contexte administratif, économique et culturel de pays aussi différents que la Suisse et le Burkina en matière de livres, mais pas seulement, fait de l'Alliance une structure à la fois fiable et flexible en matière de coédition internationale. Puis il y a ce que j'appellerais la coédition à petits pas ou la coédition petit format, telle que pratiquée par les maisons d'édition au niveau individuel et local. Indépendamment de l'action fédératrice de l'Alliance, par exemple, des projets de coédition de plus petits formats sont imaginés et exécutés par les maisons d'édition locales. Ces projets permettent une couverture, on dira, plus ciblée des publics, dans la mesure où ce sont des maisons d'édition de sensibilité proche, indépendamment des pays concernés, qui s'associent pour de telles actions. Ainsi, on enregistre des coéditions Burkina-Cameroun, Burkina-Togo, Burkina-Sénégal, ou Bénin-Togo, Bénin-Côte d'Ivoire, etc. Les partenaires n'étant pas toujours, le partenariat n'étant pas toujours forcément un partenariat duel, donc de deux. Il peut y avoir 3, 4 éditeurs locaux qui s'associent. L'un des avantages de cette coédition petit format est le fait que les partenaires peuvent toujours compter sur l'appui et l'accompagnement de la structure fédératrice en termes de logistique, de facilitation et dans la mesure de ses moyens de financement. L'une des formes que prend ce genre de coédition s'apparente à un contrat de diffusion passé entre une maison d'édition leader, donc c'est tel exemple la question des droits d'auteur, et une autre ou d'autres maisons d'édition. La question des droits d'auteur gérée par la maison des leaders, les autres aspects pouvant être discutés ou négociés, relecture, adaptation des contenus aussi d'un point de vue culturel par exemple, l'implication financière pouvant être modulée en fonction des contraintes des partenaires respectifs. C'est particulièrement important, cet aspect est particulièrement important pour une maison d'édition comme la mienne, où dans certains cas de coédition, ne disposant pas, disons, des moyens financiers ou techniques ou humains possibles, je me replie, entre guillemets, dans le rôle de diffuseur, on va dire, même si, disons, bien que mon logo figure à côté des autres logos, ce qui donne une grande visibilité à la maison d'édition, sans qu'elle n'ait forcément accompli un travail éditorial particulier. Et donc, pour un catalogue ou pour le catalogue d'une maison d'édition aux capacités réduites, ça c'est un avantage énorme. Une coédition prenant en compte les langues africaines, pour ne parler que d'elles, mais là je commence à rêver, vu que la francophonie ne concerne pas que le continent africain, donc une coédition qui prendrait en compte les langues africaines serait même et surtout une perspective à encourager et à développer. Ce genre de partenariat couvrirait aussi bien les œuvres traduites que les œuvres bilingues et même les œuvres unilingues africaines. On a tendance à perdre de vue que le fait que la pratique du livre en langue française est d'abord tributaire de la capacité à lire.
la configuration socio-linguistique et les orientations des pays africains francophones en matière de politique linguistique dessinent comme un entonnoir au bout rétréci duquel la pratique du français se pose, pour ne pas dire s'impose, alors qu'à l'entrée se presseraient diverses langues dont la lecture et l'écriture seraient enseignées. Donc, plus qu'une description de la situation, cette image formule est un vœu dans la mesure où très peu de langues africaines sont effectivement enseignées dans les systèmes scolaires et où ces langues continuent de souffrir de préjugés selon lesquels elles sont des rivales de la langue française. Donc, pour terminer là-dessus, ma méthode de coédition, par exemple, transfrontalière, avec un collègue sénégalais, avec la perspective d'élargir la collaboration dans des langues transfrontalières comme le Peul, donc la langue première de l'auteur Amal. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ces différents points. Donc je comprends bien que pour vous, effectivement, il y a une nécessité pour diversifier et élargir votre catalogue, obligatoirement de passer par des formes de collaboration à géométrie variable en fonction des intérêts communs que vous rencontrez, mais aussi sur des notions de circulation du livre et que vous avez, en fonction de la taille de votre maison d'édition, pas la capacité en fait d'endosser tous les rôles et que vous avez donc des rapports complémentaires qui vous permettent d'être encore plus efficace. Très bien, je vous remercie beaucoup. Je prends aussi note que l'AIEI est une organisation donc, qui vous permet réellement de trouver des autres maisons d'édition avec lesquelles vous pouvez collaborer avec une diversité aussi dans le catalogue. Et ça, donc, quand on fait éditeur indépendant, ça couvre l'ensemble de l'espace francophone. Je propose de passer, et Pierre Astier m'excusera, mais nos interlocuteurs, nos intervenants qui sont en visioconférence, je propose de continuer avec Monsieur Benoît Dubois, qui est directeur de l'Association des éditeurs belges, l'ADEB, pour qu'il complète ce tableau, avec aussi finalement un acteur du livre, enfin des acteurs du livre, qui se trouvent non pas sur le marché principal de l'édition en langue française, et voir peut-être en quoi aussi vous partagez certaines des expériences ou des profils qui ont été énoncés avant, et en quoi vous vous en différenciez. Je vous laisse la parole. On ne vous entend pas dans la salle. Oui. Merci. Là, on vous entend. Merci. En Fédération Wallonie-Bruxelles, nous avons un paysage éditorial qui est très tranché, avec quelques très gros groupes éditoriaux qui sont souvent très spécialisés et dans leur spécialité question de rayonnement international. Et ces grands groupes sont très souvent des groupes étrangers. Et puis à côté de cela, énormément de petits éditeurs ou de tout petits éditeurs, et c'est surtout d'eux dont je vais parler. Je vais d'abord vous parler de trois réflexes très très répandus parmi ces éditeurs-là, et on va retrouver des éléments qui ont déjà été mentionnés. Le premier, c'est le fait de gestion marketing de manière générale dans le fait d'éditer, parfois l'oublier, mais souvent oublier dans ce plan marketing le volet exportation ou le volet approche des autres marchés que le marché local. Le deuxième réflexe très répandu, c'est le fait de se concentrer, beaucoup trop, sur la distribution des livres tels qu'ils existent, d'abord vis-à-vis de la France, parce que c'est le marché le plus proche et c'est le marché qui a le plus de capacités et de possibilités aussi, et puis la Suisse, mais la Suisse est hors Union européenne, il y a là des difficultés commerciales, et puis vers le Canada, le Québec, mais avec de grosses difficultés pour l'exportation du livre papier. Toujours dans le phénomène et le réflexe de se concentrer, de chercher absolument une distribution la plus large.
et pas nécessairement la distribution la plus adaptée au catalogue de l'éditeur. Et enfin, se concentrer sur, bien trop souvent, des idées toutes faites, plutôt que d'aller chercher l'information où elle doit se trouver et chercher des formes de collaboration, je vais en reparler. Et le troisième réflexe trop répandu, c'est le fait de ne penser qu'en sens unique. Je vais y revenir. Alors, il y a trois opportunités que nous défendons au niveau de l'ADEB, et nous ne sommes pas les seuls. Trois opportunités, trois attitudes à examiner. La première, c'est effectivement intégrer la dimension internationale dans son plan marketing. Et même si c'est pour ne la mettre en œuvre que plus tard, vraiment l'intégrer dans la réflexion dès le départ. La deuxième attitude à adopter, c'est rêver. Et rêver ensemble, même pour des questions de distribution, mais commencer par rêver. Et pour cela, commencer par se renseigner. Nous avons mis au point avec l'EBI pour la Fédération Wallonie-Bruxelles des sessions de coaching adaptées pour des tout petits groupes d'éditeurs, 5 éditeurs rassemblés, et on va surmultiplier le nombre d'expériences, des éditeurs qui ont un profil plus ou moins identique et avec lesquels un coach va pouvoir examiner quelle est la situation en France ou quelle est la situation ailleurs et développer des solutions sur mesure. Sur mesure, justement, donc rêver, mais mesurer les rêves, et après avoir mesuré les rêves, revenir un petit peu les pieds sur terre, accepter éventuellement de commencer petit et de commencer modeste plutôt que de rêver d'envahir la France, même si c'est ce que tout Belge rêve de faire, passer la frontière et annexer les 90 départements qui se trouvent là à portée de main. Je rigole. Et puis mesurer aussi les contraintes physiques. Et là, Elisabeth Daldoul en a parlé, on ne peut pas, en tant qu'éditeur belge, arriver sur le marché marocain ou sur le marché tunisien ou sur un marché sénégalais en disant « Tenez, voilà mon livre comme il a été conçu pour la Belgique ou pour la France. Ah oui, on l'a prévu à 15 €, c'est peut-être un produit d'hyper luxe pour vous. Je suis désolé, voilà, tant pis, ce sera un produit qui sera à capacité limitée au point de vue commercialisation. » Accepter de penser autrement au niveau du marché vis-à-vis duquel on veut trouver une place, avec modestie. Donc, mesurer les contraintes physiques, le produit est-il adapté, le prix est-il accessible, la logistique permet-elle facilement de distribuer le livre? Je pense aux difficultés qu'on peut avoir vis-à-vis du transatlantique, vis-à-vis du Canada. Si ce sont des petites quantités, c'est hors de prix. Il faut donc travailler avec des volumes beaucoup plus importants. Et puis, la IEI est un très très bel exemple. Je crois qu'il faut aussi avoir la dernière attitude, c'est partager. Mais dans le partage, il y a ce que la IEI fait, c'est que si je cherche à vendre mes droits, je dois être capable aussi d'acheter les droits des autres. C'est vraiment une forme de réciprocité qui doit être intégrée au niveau de la réflexion de nos éditeurs en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et il y a toute dernière chose à ce sujet-là que je voudrais ajouter, c'est l'impact de la relation interpersonnelle. C'est essentiellement par le fait qu'on se connaît, qu'on se reconnaît, qu'on se retrouve, qu'on partage régulièrement des expériences et des valeurs, on peut construire quelque chose sur le très long terme. Voilà. Merci beaucoup pour votre exposé très structuré et très clair. Donc, j'entends bien que l'association offre des formations envers ses éditeurs ou des séances de coaching pour les aider à se positionner sur les marchés internationaux. Et donc, oui, pour l'instant, l'expérience est une expérience qui est menée vers la France, parce que voilà, il y a la proximité, c'est assez facile, entre guillemets, de regarder ce qui se passe juste de l'autre côté de la frontière. Mais malgré le fait qu'on a une proximité de langue et une proximité géographique, les caractéristiques du marché et les modes de réaction ne sont pas du tout comparables. Et ça, c'est, je crois, une grande découverte pour nos éditeurs, d'avoir un coach originaire de France qui connaît très très bien la situation en France et qui peut les aider à faire des choix plutôt stratégiques et des choix commerciaux, et dans quelle direction aller. Peut-être ne pas choisir une diffusion nationale sur toute la France en une fois, je l'ai dit, un petit peu de modestie, peut-être choisir des régions qui sont plus ciblées
pour commencer. Très bien. Donc, en fait, le principe n'est pas réellement de mettre en place des partenariats éditoriaux, mais de renforcer les compétences marketing et d'exportation des petits éditeurs belges pour qu'ils soient beaucoup plus adaptés, pour que la proposition de leur livre soit beaucoup plus adaptée aux réalités des marchés visés. Donc l'idée, c'est de faire du benchmarking, si j'ose dire en bon français, pour voir comment pouvoir entrer sur le marché à la place qui est la plus juste. Mais vous avez tout à fait raison. Donc ici, cet exemple-là ne porte que sur la diffusion-distribution du livre belge en France. J'insiste sur l'autre aspect. On ne doit pas nécessairement vouloir, ni dès le départ, ni à l'arrivée, vouloir vendre du papier belge en France. On peut très très bien vendre des droits aussi. Nous avons un éditeur de notre association qui a fait ce choix de travailler en coédition à 100% avec un éditeur qu'il a trouvé tout à fait comparable, installé en France. Très bien. Et ça, c'est un choix, on va dire, qui semble assez marginal finalement par rapport à l'ensemble des maisons d'édition qui sont membres de cette association des éditeurs belges. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Je propose de continuer avec... je vais continuer avec Denis Beria, si vous me permettez, qui est directeur international d'Hachette Livre International en France, pour avoir une vision complémentaire d'un acteur du livre qui, lui, justement, a maîtrisé sa capacité d'entrer et d'être un acteur important sur des marchés internationaux. Monsieur Beria, la parole est à vous. Oui, merci de m'avoir convié à ce panel. Je vais commencer en vraiment très rapidement décrivant Hachette Livre International, dont la mission principale est d'exporter les fonds, les livres édités par les maisons du groupe Hachette dans leur ensemble. Donc, ils comprennent Marabout, les éditions Albert René, Grasset, Fouché, Didier, etc. C'est la première mission d'Hachette Livre International, c'est de représenter ces maisons et aussi les maisons d'éditeurs tiers qui nous confient leur distribution à l'export, dans à peu près 170 pays à travers le monde, et évidemment d'abord des pays francophones. Mais à côté de cela, Hachette Livre International a aussi une activité d'édition, et je pense que c'est à ce titre que je vais prendre la parole aujourd'hui, qui est une activité d'édition orientée vers les pays émergents au sens large, avec deux activités éditoriales distinctes et la littérature jeunesse de l'autre. C'est principalement ces deux domaines-là dans lesquels on est actif. Et le livre scolaire, je dirais, se taille la part du lion des activités de Hachette Livre International, qui s'exprime à travers deux marques qui sont connues sous le nom de Edicef d'un côté, AT International de l'autre. Notre ambition pour le livre scolaire majoritairement, mais aussi pour le livre jeunesse, c'est précisément d'avoir des livres proposant des contenus totalement adaptés aux attentes des pays dans lesquels nous travaillons, qui sont les pays d'Afrique subsaharienne francophone et aussi les pays du Maghreb. Adapté en quoi? Adapté éditorialement à leurs attentes. Si on parle de livres scolaires, bien évidemment, nous devons répondre aux proposés par les gouvernements avec lesquels nous travaillons dans les pays concernés, en matière d'attente pédagogique, en matière de programme scolaire. Donc nous nous efforçons de proposer des livres correspondant à l'apprentissage de ces programmes pour toutes les classes et tous les niveaux. Ce sont aussi des attentes en matière de qualité de fabrication. Il faut que nos livres soient beaux, solides et vraiment à des standards de qualité les plus élevés possibles. Et pour reprendre un peu ce que disait Benoît tout à l'heure, adaptés au prix et aux capacités budgétaires d'achat, que ce soit des familles dans ces pays ou des budgets des États dans ces pays-là aussi. Schématiquement, nos livres scolaires, nous pensons qu'ils sont vraiment d'une qualité égale à ceux qui sont proposés en France, sont vendus 5 à 6 fois moins cher dans les pays auxquels nous nous adressons. Voilà. Et notre ambition, c'est vraiment, et particulièrement pour l'éducation, de proposer les meilleurs outils
au meilleur prix pour contribuer, je dirais, à la démocratisation et au rayonnement de l'éducation à travers tous les pays dans lesquels on travaille. Donc de démocratiser au maximum les outils d'éducation. On s'est rendu compte assez rapidement que la meilleure solution pour arriver à ces fins-là, éditoriales, économiques, techniques, était la coédition. Et en fait, ça fait de nombreuses années, voire des décennies, qu'on travaille en coédition dans beaucoup de pays, et avec des types de partenaires extrêmement différents. Ce peut être le plus facile, évidemment, ce sont des filiales que le groupe Hachette a dans ces pays. Nous avons une filiale, par exemple, au Maroc, qui est une filiale du groupe Hachette qui s'appelle Librairie Nationale. Nous avons une filiale aussi en Côte d'Ivoire qui s'appelle NEI-CEDA. Et bien évidemment, nous travaillons en coédition avec ces deux partenaires pour le Maroc et la Côte d'Ivoire respectivement. Ce sont des filiales du groupe. Je dirais que c'est assez facile de se connaître, de se faire confiance, de partager les mêmes valeurs. Ça marche assez spontanément et assez bien. Mais ce n'est pas le seul cas de figure. Nous travaillons aussi avec des partenaires nationaux publics, donc qui ne sont pas des entités du tout du groupe Hachette, mais qui sont des entités appartenant aux États avec lesquels on travaille. C'est le cas au Congo-Brazzaville avec l'INRAP, qui est un institut national de recherche pédagogique. Idem en République centrafricaine. Je pourrais comme ça donner d'autres exemples, mais je dirais qu'on travaille aussi bien avec des instituts spécialisés dans la pédagogie, dépendant des ministères de l'Éducation, dans les pays sur lesquels on est actif. Et puis, un troisième type de partenaires, ce sont des éditeurs comme nous, locaux, nationaux, qui sont des entreprises privées avec lesquelles nous partageons aussi des valeurs éditoriales, des valeurs de sécurité, de confiance, de protection des contenus. Et donc, nous avons travaillé comme ça, notamment avec des partenaires au Cameroun ou dans d'autres pays encore. Donc, les trois formules sont possibles et je dirais les trois formules nous permettent d'atteindre ce triple objectif de qualité éditoriale, qualité technique de fabrication et prix plus que raisonnable, prix accessible dans les pays dans lesquels nous travaillons et dans lesquels il est hors de question de vendre les manuels au même prix qu'en France. Voilà. Nous apportons notre expérience. Ça fait à peu près 200 ans que le groupe Hachette Livre existe et presque autant d'années qu'il fait du livre scolaire. Donc en matière pédagogique, les équipes sont assez rodées. Nous avons aussi un vivier d'illustrateurs, de maquettistes qui nous aident à faire de beaux livres, des livres bien mis en page, bien illustrés, avec des exemples, des exercices très, très beaux, je dois dire. Et puis bien évidemment, nous travaillons avec énormément d'auteurs locaux, des enseignants, des professeurs, des inspecteurs pédagogiques qui nous aident. Et bien évidemment, nous ne pouvons pas travailler sans eux parce que ce sont eux qui connaissent mieux que nous les attentes, les particularismes culturels de chacun des pays avec lesquels on travaille. Et je trouve que c'est la meilleure association possible qui n'offre pour moi que des avantages et quasiment aucune contrainte, si ce n'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se faire confiance. Et ça peut prendre un certain temps à se construire, mais une fois que c'est établi, c'est assez intangible. Merci beaucoup pour cet exemple. Est-ce que vous avez des exemples similaires aussi? Vous dites que c'est aussi bien les manuels éducatifs, mais aussi les livres, la littérature de jeunesse, sur lesquels vous êtes aussi force de proposition sur des marchés internationaux. Est-ce que vous travaillez de la même manière aussi en jeunesse? Oui, nous travaillons de la même manière en jeunesse, notamment en Côte d'Ivoire. Nous avons fait beaucoup de livres avec la Côte d'Ivoire. Et je dirais que dans ce domaine-là, la coédition est un peu moins poussée quand même. Il nous est arrivé aussi d'être purement éditeur, et d'essayer de distribuer et de diffuser nos livres dans les pays avec lesquels nous travaillons. La coédition trouve principalement son terrain d'expression dans le manuel scolaire. J'avais oublié de dire que c'est des manuels qui vont de la maternelle à la terminale pour le scolaire. Merci. J'ai encore une petite question. Quand vous travaillez dans des systèmes de coédition, quel est le profil et comment vous choisissez et comment vous arrivez à créer cette relation de confiance avec les éditeurs contractualisés? À travers les rencontres, la réputation de l'éditeur sur place que nous connaissons. Très souvent, les éditeurs en question
connaissent le groupe Hachette, voire ont travaillé pour lui, et nous nous connaissons déjà à titre individuel. Et après, il y a un aspect, comment dirais-je, correspondance personnelle, confiance ressentie. C'est vraiment la qualité de la relation interpersonnelle qui joue beaucoup. Et alors, par exemple, le groupe Hachette est présent dans tous les domaines littéraires. Le fait d'axer sur le manuel éducatif et la jeunesse est issu d'une expérience où vous avez essayé dans d'autres domaines et la réussite a été pas jugée insuffisante pour ne pas perdurer, ou alors les autres domaines littéraires n'ont pas fait l'objet d'une recherche spécifique d'internationalisation des marchés? Dans mon expérience, tous les fonds que nous distribuons, alors je reviens sur l'aspect non pas éditorial de ma mission, mais plus l'aspect export, nous diffusons tous les catalogues, donc aussi dans les pays avec lesquels nous travaillons, dans les pays émergents, et l'expérience montre que ces livres-là sont pour la plupart trop chers pour ces marchés, voire présentent des différences culturelles qui les empêchent. Si on prend par exemple tout ce qui est illustré, tout ce qui est pratique, les livres de cuisine, évidemment, n'ont pas le même intérêt dans les pays émergents qu'en France. Quand on fait même un simplissime, les produits ne sont pas les mêmes, les goûts alimentaires ne sont pas les mêmes, les prix de nos livres sont parfois trop élevés et parlent d'ingrédients qui n'existent pas forcément dans les pays où on est actif, nous, Hachette Livre International. Donc, en fait, on sait, plutôt que dire on a testé quelque chose qui n'a pas marché, je dirais les domaines dans lesquels nous sommes présents sont vraiment les plus demandés de très loin et mobilisent toutes nos capacités. Très bien. Et dernière question. La part de marché pour vous par rapport à ce pourcentage de marché d'exportation du manuel éducatif, enfin on dit exportation, en fait finalement c'est principalement de la production locale, je dirais, oui. Par rapport à l'ensemble de ce domaine éducatif chez Hachette, ça représente un pourcentage conséquent ou c'est relativement marginal, sachant que vous êtes tout de même une... Vous voulez dire par rapport aux activités du groupe Hachette? Oui. Oui, c'est assez conséquent, mais ce n'est pas un pourcentage à 2 chiffres. Hein. Donc c'est important pour le groupe Hachette, mais ça ne constitue pas le cœur de son activité. Donc en revanche, nous sommes très attachés à poursuivre ces activités-là parce que nous sommes présents en Afrique, notamment depuis à peu près 70-80 ans. Et que nous avons bien l'intention de continuer à accompagner le continent dans son développement. Je voudrais compléter ma réponse précédente en disant que la structure démographique des pays, notamment d'Afrique subsaharienne, qui est très 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 jeune, aussi nous oriente vers le choix de faire des manuels scolaires et des livres jeunesse. Parce que c'est là que se situe l'essentiel des besoins de la population des pays où on travaille. Et puis je voudrais insister sur un autre point. J'ai parlé des avantages des objectifs en tout cas de ces coéditions pour nous en termes éditoriaux, techniques et de prix. Je crois que nous avons un petit blocage au niveau de la transmission. Eh bien, écoutez, si vous n'arrivez pas à les rétablir, on va continuer la discussion et j'espère que la connexion pourra être rétablie. Donc, il nous reste 2 intervenants et c'est avec une vision complémentaire. Je propose de donner la parole à Loubna Serraj, écrivaine marocaine. Vous êtes aussi journaliste, si je ne m'abuse. Et je ne sais pas, mais est-ce que vous avez aussi des expériences d'édition dans votre carrière à multiples facettes? Et ça serait intéressant que vous puissiez aussi compléter, donc, pour vous, dans les différentes fonctions que vous avez eues, quels sont les exemples de partenariats éditoriaux que vous avez pu mener et quelles sont les opportunités qui au départ vous apparaissaient attrayantes et peut-être les endroits où au final où vous avez changé d'avis ou au contraire vous avez perduré.
Alors effectivement, je suis écrivaine, mais je suis toujours d'ailleurs éditrice. Et moi, j'ai reconnu beaucoup de problématiques de ce qui a été dit par notamment Elisabeth Daldoul ou Jean-Claude Nava ou même Benoît Dubois. C'est cette non-accessibilité parfois. En fait, je n'entends pas, d'accord. C'est cette non-accessibilité parfois à certains marchés. En tant qu'éditrice, travaillant à une maison d'édition marocaine qui s'appelle La Croisée des Chemins, qui a souvent eu depuis très très longtemps à cœur on va dire, de conclure des partenariats de coédition, il y a eu souvent des freins, souvent liés, on va dire, à des problématiques plutôt alors je dirais pas de bonne volonté, mais plutôt de circuits, de fonctionnement. C'est-à-dire que parfois, vous avez effectivement, ça se passe souvent selon la qualité interpersonnelle des éditeurs, la qualité de la relation interpersonnelle des éditeurs, c'est comme ça que ça se passe le plus souvent. Mais parfois, en fait, ce type de projet prend extrêmement longtemps pour aboutir, non pas parce qu'il n'y a pas de bonne volonté, mais parce que c'est comme si le chemin n'était pas assez balisé. Et donc, par exemple, à la Croisée des Chemins, il a fallu pas mal de temps pour pouvoir développer aujourd'hui, on va dire, un certain nombre de projets par an en coédition. Les derniers sont avec, on va dire, des maisons d'édition majoritairement françaises, j'ai envie de dire. Par exemple, J.C. Lattès, Gallimard ou la maison d'édition Au Diable Vauvert. Mais c'est beaucoup, s'il n'y avait pas de relation interpersonnelle entre les éditeurs, s'il n'y avait pas on va dire, une précédente, précédente relation par rapport à la participation à des salons, etc., je ne pense pas que ces projets auraient pu voir le jour. Et du coup, là où je rejoins par exemple Elisabeth dans ce qu'elle a dit au tout début, la Croisée des Chemins a aussi, en parallèle avec ces projets de coédition, on va dire, fait appel aussi à un diffuseur en Europe, majoritairement en France, mais beaucoup en Europe et pour les pays à destination des pays francophones, qui permet d'avoir des livres de la Croisée des Chemins en Europe, mais ce qui greffe aussi à ces livres-là, au prix de ces livres-là, quand même un coût supplémentaire de transport qui est aussi un peu conséquent. Donc ça permet d'avoir les livres édités au Maroc en France, mais on va dire que ça leur impute un poids supplémentaire en termes de prix. Et alors si je voulais partager une expérience, ce serait plutôt celle de la dernière expérience avec le prix Orange du livre en Afrique. Quand la liste des finalistes a été publiée, le premier élan, on va dire, et de la Croisée des Chemins et du mien d'ailleurs, ça a été de vouloir avoir ces livres-là et de pouvoir effectivement en parler, parce que nous sommes un pays africain et que c'était aussi important de médiatiser cette initiative-là au Maroc. Eh bien, les 6 finalistes venaient d'Algérie, de Tunisie, de l'île Maurice, du Congo. C'est cruel à dire et c'est terrible à dire, mais aucun de ces livres n'a pu être acheminé au Maroc. Et donc ça dit aussi le poids et l'importance. Nous sommes en Afrique, c'est un prix qui est censé valoriser, on va dire, la production littéraire en Afrique. Eh bien, il n'a pas été possible d'avoir au Maroc ces ouvrages-là, qui est tout de même, qui a été important. Il y a eu une volonté de la part notamment de certaines maisons d'édition, de certaines librairies au Maroc, mais ça n'a pas été possible parce que les coûts, on va dire, en termes de diffusion n'existent pas. Et on se rend compte que pour pouvoir avoir des ouvrages d'autres pays africains, il est aujourd'hui obligatoire de passer, par exemple, par la France ou par un autre pays européen. Ce qui est, à mon sens, assez compliqué à mettre en place. Oui, les circuits semblent très très élargis quand ils pourraient être plus raccourcis, effectivement. Merci. Donc, vous continuez par contre personnellement à travailler dans des systèmes de coédition. C'est des coéditions généralement avec des maisons d'édition françaises ou des maisons d'édition situées dans des pays plus proches du Maroc ou voire plus éloignés que le Canada ou la Belgique? Alors, il y a en fait un peu de tout. Dernièrement, il y a une initiative qui a été mise en œuvre au Maroc qui s'appelle le Club Boujda des éditeurs, qui comprend, on va dire, une vingtaine d'éditeurs qui sont entre et l'Afrique, c'est-à-dire il y a des éditeurs du Mali, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Congo, des éditeurs aussi de la région de l'Occitanie en France, donc
tout ce club d'Oujda aujourd'hui a pour, on va dire, pour principal objectif de conclure des partenariats éditoriaux. Et donc, par exemple, c'est grâce à ce club d'Oujda notamment que mon ouvrage, par exemple, aujourd'hui pourrait être diffusé dans 5 pays européens grâce à ces possibilités de coédition. Et donc voilà, ça c'est un exemple. Après, il y a historiquement, au niveau de la croisée, il y a eu beaucoup de projets de coédition avec la France, aussi avec le Canada. Et là, il y a de plus en plus d'ouverture vers des projets de coédition, on va dire, plus soit sud-sud, soit nord-sud. Donc en incluant des éditeurs, notamment de la Tunisie, d'Algérie, du Mali, du Cameroun, avec éventuellement d'autres éditeurs en France. Donc les coéditions aussi chez vous sont à géométrie variable. Et par rapport à l'ensemble de vos parutions annuelles, la proportion de coédition est majoritaire ou pour vous ça... Non, elle n'est pas majoritaire. Disons que sur une 50aine d'ouvrages publiés par an, on va avoir moins d'une dizaine de coéditions. Une moyenne. Et si vous aviez une capacité d'en faire plus, est-ce que pour vous, c'est quelque chose dans lequel vous voudriez encore plus investir, ou c'est plus des limites de taille de maison d'édition, parce que peut-être une coédition demande plus d'ingénierie pour être mise en œuvre? Quels seraient les freins pour vous à pouvoir développer ces coéditions si vous aviez envie de continuer de les développer plus avant? Alors en fait, l'objectif de la croisée, c'est justement d'augmenter on va dire, ce pourcentage de coédition, mais que ce soit aussi un partenariat un peu plus élargi. Je parlais tout à l'heure, par exemple, d'intégrer plusieurs pays du Maghreb, d'intégrer peut-être aussi d'autres éditeurs d'autres pays francophones hors France. Donc nous, c'est plutôt, on va dire, un parti pris, mais de la croisée des chemins, de multiplier ça, d'arriver peut-être à un tiers de production. Maintenant, le marché, et là aussi c'est assez comparable à ce qui se passe en Tunisie, le marché francophone au Maroc est un marché, on va dire qu'il porte bien son nom, c'est un marché émergent. C'est encore aujourd'hui, on ne va pas dire une niche, mais quand même minoritaire par rapport aux publications en langue arabe. Ça se développe. Et du coup, dans ces coéditions-là, il y a aussi une autre, on va dire, un sous-segment qui est celui des traductions, qui est très important pour nous, mais qui par contre nécessite des budgets supplémentaires parce que, comme vous le savez, les coûts de traduction sont assez importants, les expertises sont rares aujourd'hui, elles sont, on va dire, les bons traducteurs et les bonnes traductrices n'existent pas tellement, on va dire, ici au Maroc. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on voudrait faire, c'est avoir une partie de la production non seulement en livre francophone, mais aussi en livre d'origine, enfin, de langue française, mais traduit en arabe, par exemple. Qui a été fait, je pense notamment à Afrotopia, qui a été traduit et qui a été publié, qui va être publié bientôt. Ça, c'est un ouvrage qui a été, on va dire, dont les droits ont été cédés par la langue française, en langue française, mais qui va être publié ici en arabe. Très bien. Merci pour l'ensemble de ces réponses. Ce qui fait que c'est assez intéressant. On est sur finalement 5 expériences totalement différentes. Bon, évidemment, l'expérience du Hachette Livre International est à une échelle différente des petites maisons d'édition indépendantes. Mais on va dire que finalement, le choix de faire des coéditions ou le choix de ne pas faire des coéditions n'est pas uniquement une question de valeur partagée, c'est aussi une question d'avoir réussi à trouver des partenaires qui permettent d'augmenter un catalogue dans la ligne éditoriale de chacune des maisons d'édition et de mieux justement pouvoir atteindre un lectorat identifié et qui vous semblerait la cible à atteindre. J'ai un dernier acteur à faire intervenir, Pierre Astier, et je l'ai gardé pour la fin parce qu'il me semble intéressant d'amener une expérience relativement différente on va dire d'un acteur qu'on pourrait considérer comme intermédiaire entre les maisons d'édition et les auteurs, les écrivains, et qui va nous expliquer la logique des partenariats éditoriaux qu'il met en œuvre au sein de l'agence qu'il a fondée, qui s'appelle Astier Péché Literary and Film Agency.
Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité à ces États généraux. Je remercie Sylvie Marcet. Peut-être un tout petit retour sur les 30 ans où j'ai exercé d'abord le métier d'écrivain, puis le métier d'agent littéraire. J'ai été 15 ans éditeur d'une maison qui s'est appelée le Serpent à Plumes. Et je suis depuis 15 ans donc agent littéraire dans cette agence qui, vous avez donné son nom anglais, ce qu'on utilise en effet à l'international, mais c'est aussi l'agence littéraire Astier-Pêchère. Moi, je suis tombé, je dirais, dans la marmite francophone tout de suite quand j'ai commencé le métier d'éditeur. C'est-à-dire qu'immédiatement, le fait sur 5 continents, le fait qu'il y ait donc des éditeurs sur 5 continents et des lecteurs sur 5 continents, tout ça m'a immédiatement frappé et je me suis passionné pour cette cause francophone dès 1987. Et depuis, je n'ai pas cessé, autant en étant éditeur qu'en étant agent. Je n'ai pas cessé, je constate qu'en 30 ans, tout a changé. Et d'ailleurs, je pense que ces États généraux sont la preuve qu'une énergie s'est dégagée de toutes ces années de mise en relation entre les acteurs du livre dans l'espace francophone. Et je pense qu'il y a lieu de se réjouir. Je pense un instant à quelqu'un du BIEF, qui est Pierre Michkowski, et qui a travaillé avec Jean Guiboin, et qui travaille aujourd'hui avec Nicolas Roche, et qui a mis en relation pendant plusieurs décennies tous ces acteurs, qu'ils soient européens, nord-américains, ou africains ou nord-africains. Et donc beaucoup de travail a été fait pour que soient mis en relation tous ces acteurs. Aujourd'hui, nous sommes avec un espace linguistique qui est très grand, avec à peu près 300 millions de locuteurs, beaucoup d'éditeurs, beaucoup d'écrivains et beaucoup de lecteurs. Comment les choses s'organisent-elles? Comment, agent littéraire, je me suis posé la question de ces grands bassins linguistiques, de ces grands espaces linguistiques. Et évidemment, devenant agent, qui était une profession il y a 15 ans assez peu répandue en France, j'ai regardé les endroits où il y avait des agents littéraires, et c'était principalement les pays avec des langues qui étaient parlées sur plusieurs continents. Donc l'anglais, donc l'espagnol. Et évidemment, j'ai regardé comment travaillaient mes confrères américains ou anglais. Tout en m'interrogeant sur leur manière de travailler, j'ai constaté une chose que tout le monde peut constater, c'est que le monde entier lit des auteurs anglais, américains, ou en tout cas de langue anglaise. Donc cela veut dire quelque chose, cela veut dire que ces acteurs intermédiaires que sont les agents littéraires ont joué un rôle important dans la diffusion d'œuvres d'auteurs de langue anglaise. Donc tout cela m'a évidemment donné du courage pour continuer et développer cette activité, non seulement en France, qui a été le lieu certainement le plus difficile pour moi, puisqu'il y avait une très forte résistance à l'idée d'avoir des intermédiaires. Néanmoins, nous nous sommes accrochés, nous avons développé cette agence qui existe depuis donc 15 ans cette année. L'idée pour nous, qui est d'abord de représenter les intérêts d'auteurs de langue française, qu'ils soient français ou francophones, ou non francophones par ailleurs, c'est d'organiser un rayonnement de leurs œuvres le plus large possible. Donc c'est avoir une vision qui soit aussi large que possible, et donc ce qui signifie avoir des contacts très nombreux dans le monde. Donc j'ai, pendant toutes ces années, beaucoup voyagé. Je suis allé dans beaucoup de foires et salons du livre dans le monde. J'ai noué des contacts avec des centaines et des centaines d'éditeurs, de façon à pouvoir apporter ce service, je dis bien service, aux auteurs, qui est d'essayer d'organiser un rayonnement de leurs œuvres.
Donc, le métier d'agent, c'est vraiment un métier d'intermédiaire. Je dis quelquefois que c'est un peu être comme une agence matrimoniale. Nous organisons des mariages entre des auteurs et des éditeurs de langue française ou des éditeurs étrangers. C'est peut-être aussi des mariages entre des éditeurs, puisque nous représentons aussi des éditeurs. Mais voilà, j'ai trouvé un espace de travail pour exercer ce métier d'agent qui était tout à fait extraordinaire. C'est une chance que de pouvoir travailler dans l'espace francophone. Je pense que si on fait quelques petites comparaisons, par exemple, il n'y a, à ma connaissance, pas d'agent littéraire en Islande. L'Islande, c'est 300 000 locuteurs. L'espace francophone permet l'émergence d'agents littéraires. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer depuis quelques années. Émergence parce qu'il faut organiser les choses, les pensées, afin que les livres circulent. C'est le thème de ce panel. Comment s'organisent les partenariats et la diffusion? Je vais vous prendre deux exemples qui seront, je l'espère, un peu concrets pour vous expliquer notre manière de travailler. Nous avons donc un certain nombre d'auteurs francophones dans l'agence. J'avais prévu de vous les énumérer, je pense qu'on n'a peut-être pas le temps, mais je prendrai un premier exemple, celui d'un écrivain originaire du Congo qui s'appelle Blaise Ndala, qui est aujourd'hui canadien, qui vit à Ottawa. Et donc il a, je dirais, un pied en Afrique, bien sûr, où il est né, il a un pied en Amérique du Nord, où il vit et travaille, et puis le roman qu'il nous a confié l'an dernier, qui s'intitule « Dans le ventre du Congo », se déroule en partie en Belgique. Donc, quand nous avons eu entre les mains ce très passionnant roman, très beau manuscrit, nous nous sommes posé la question, que faire avec ce manuscrit? À qui le proposer? À quels éditeurs le proposer? Nous aurions pu décider de le proposer à des éditeurs français, puisque nous sommes basés à Paris, et vendre les droits mondiaux, c'est-à-dire les droits français pour le monde, à un éditeur français. Mais nous avons opté pour une autre stratégie. L'autre stratégie a été de se dire, il vient du Congo, il vit au Canada, nous allons diviser les territoires. Et donc, multiplier le fait d'avoir 3 contrats. Avant de mettre en œuvre cette stratégie, nous en avons discuté avec Blaise Ndala, qui a trouvé que c'était une très bonne idée. C'était donc lui offrir la possibilité d'avoir un éditeur au Québec, un éditeur à Paris et un éditeur en Afrique de l'Ouest. Nous sommes partis sur cette idée. Nous avons d'abord vendu les droits au Seuil. Le livre est sorti en janvier de cette année. Nous avons signé un deuxième contrat avec un éditeur au Québec, Mémoire d'Encrier, que nous connaissons bien. Et puis un troisième contrat avec un éditeur en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ce qui fait que j'ai été tenté un moment de signer un contrat avec un éditeur en Belgique, parce que la moitié du roman se passe en Belgique, et je me disais, mais ça pourrait être très intéressant qu'en Belgique, à Bruxelles, un éditeur s'occupe directement de ce livre, sans que ce soit un livre donc importé de France. Mais là, évidemment, j'ai eu droit à une levée de bouclier au Seuil, parce que des pays comme la Belgique ou la Suisse, les éditeurs français considèrent que ça fait partie de leur périmètre d'action. D'une certaine façon, je regrette un petit peu de ne pas avoir été un peu plus audacieux. Bref, ce livre existe dans 3 éditions, sur 3 continents, donc il a fait l'objet de 3 promotions. Il a fallu coordonner les choses, notamment en matière de comment dire, quel texte allait être publié par les 3 éditeurs, et nous nous sommes accordés pour que ce soit le texte du Seuil, qui a été on va dire l'éditeur premier de ce texte.
Donc, c'est une façon de travailler pour nous qui nous semble aujourd'hui assez logique, parce que exporter les livres, le voyage, le transport, le fret, tout ça est assez coûteux, compliqué, et franchement, pourquoi ne pas faire des sessions et en plus obtenir qu'un auteur puisse travailler directement avec le pays dans lequel il vit ou le pays dont il est originaire. Donc tout ça nous a paru très très logique. Je vais prendre un deuxième exemple, si j'ai le temps ou pas. À peine. À peine. Alors très vite, Véronique Tadjo, que vous avez vu ce matin, un titre dont nous avons vendu les droits de traduction du français en anglais à un éditeur américain. Et il y a eu à partir de cette session 3 autres sessions, l'une en Angleterre, une deuxième au Nigeria et une troisième, donc en tout 4, en Afrique du Sud. Donc je pense que ça c'est un modèle que les Anglais pratiquent ou les Américains pratiquent beaucoup, les agents de ces pays, mais qui est une manière de travailler avec tout le monde quand on a une langue qui est parlée dans plusieurs pays, sur plusieurs continents. Merci beaucoup. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, vous êtes un mini AIEI, à vous tout seul, mais c'est vous qui déterminez en fait quelles sont les maisons d'édition qui seraient les plus à même d'atteindre le lectorat ciblé en fonction des potentialités du livre que dont vous avez les droits, dont vous vendez les droits. Oui, exactement. Moi, je trouve qu'un livre, avant de le mettre sur un marché ou plusieurs marchés, il faut élaborer une stratégie. C'est du marketing, c'est du... Donc il faut vous rejoignez l'ADEB à ce niveau-là. Il faut réfléchir et trouver les bons interlocuteurs. Très bien. Merci beaucoup pour cette... C'est vrai que le rôle d'agent littéraire est un rôle assez méconnu dans l'espace francophone, alors que c'est on va dire un acteur évident, surtout pour les livres anglo-saxons, qui n'a pas tout le temps bonne presse en France. Je vous arrête tout de suite. Il y a un dossier de 14 pages dans Livre Hebdo Exactement. Qui paraît la semaine prochaine. Exactement. Et il paraît qu'il n'y a pas une note négative. Non, mais j'entends bien qu'il n'a pas, Donc, qu'il n'a pas bonne presse au départ, mais qui s'avère maintenant, effectivement, comme vous l'avez dit, je pense qu'il y a un nombre, je ne sais pas s'il y a eu un recensement, mais il y a maintenant beaucoup d'agents littéraires qui s'installent et avec finalement un rôle d'entremetteur, effectivement, comme vous avez dit, qui permet aussi aux maisons d'édition parfois de revoir aussi à la politique de diffusion, de distribution. Et c'est un acteur qui, justement, rebat un peu les cartes, même si vous êtes là depuis 30 ans, donc ça fait quelques années. Et je voudrais passer la parole aussi à la salle, parce que je vois que le temps file. Est-ce que certains d'entre vous, nos valeureux spectateurs présents dans la salle ou en visio, ça veut dire dans la salle virtuelle, auraient des questions plus particulièrement à l'ensemble des intervenants qui ont parlé jusqu'à maintenant, ou voire un point à ajouter? Je trouve ça très intéressant, les échanges qu'on a eus, parce que d'une certaine manière, la coédition est un type de contrat donc, qui n'a pas de frontières, et en même temps, on s'aperçoit que ça n'est pas non plus la clé du succès, vu qu'a priori, le livre doit correspondre à un lectorat particulier, et le lectorat, c'est à la charge de la maison d'édition de le construire. Parfois, il est en lui-même apparemment trop petit pour faire en sorte que le modèle économique puisse être viable. Donc il y a une obligation d'exportation, on va dire, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays, vu que la France a un marché apparemment interne qui lui suffit, mais la Suisse aussi, ce qu'on a entendu ce matin. Après, par exemple, l'exemple qu'on a entendu ce matin avec Kamel Daoud, qui disait que lui-même gardait les droits pour l'Algérie afin d'être sûr que ses livres puissent être publiés au pays où il réside, qui était un
un choix propre et accepté par sa maison d'édition, fait qu'il y a aussi des auteurs qui prennent eux-mêmes en charge des clauses spécifiques pour faire en sorte de faciliter la diffusion des œuvres sur des territoires plus larges. Est-ce que nous avons Monsieur Nicolas Roche qui voudra intervenir? Je vous en prie, le micro va vous être apporté pour qu'on puisse vous entendre aussi en visio. Nous avons aussi un intervenant devant, au premier rang. Donc nous avons deux, et nous avons une dame au milieu. Je suis désolée, je ne vous vois pas très bien parce qu'on est un peu ébloui par la lumière. Oui, bonjour à tous. C'était à vrai dire une remarque. J'observe que tout le monde dit un peu la même chose, que ce soit Pierre Astier, agent littéraire, que ce soit les auteurs, que ce soit Elisabeth Daldoul, ou je sais, c'est un avis partagé par l'ADEB, c'est-à-dire qu'il faut absolument aller rencontrer les gens. Pierre Astier disait qu'il avait passé beaucoup de temps à se déplacer dans des foires, à rencontrer des centaines et des centaines d'éditeurs. Il faut créer ce lien de confiance entre maisons d'édition pour faire des coéditions. Et ça ne s'improvise pas, et ça ne se fait souvent pas au premier ou au deuxième rendez-vous. Je pense qu'il faut y passer du temps, et ça doit nous inspirer pour le cahier de propositions, je pense, pour apprendre à se voir plus souvent et dans les bonnes conditions pour instaurer ce lien de confiance. Un petit soutien à la mobilité. Je ne l'ai pas dit, mais quelque chose comme ça. Je traduis. Mais effectivement, et c'est un trait qui a été partagé par tout le monde, que la confiance dans cette relation interpersonnelle qui a pu être mise en œuvre est prépondérante dans la capacité à développer des coéditions. Et c'est un trait, merci de le souligner, c'est un trait très important. Je vous en prie. Voilà, donc moi c'est M. Jean-Baptiste Ebelamou, je suis éditeur, un jeune éditeur guinéen. J'ai deux petites questions à l'endroit de la première à Mme Elisabeth et la deuxième à M. Jean-Claude. La première est la suivante par rapport à la distribution des livres au niveau de l'international qui est très difficile à notre niveau, surtout en Guinée. J'aimerais savoir, est-ce que les livres que vous distribuez au niveau des libraires français, est-ce que c'est un dépôt-vente ou c'est un achat direct à votre niveau? Et deuxièmement, comment est-ce que vous avez pu arriver à signer ce partenariat avec ces distributeurs français en étant parfois à votre première année d'édition et trouver un distributeur à l'international qui assure votre distribution? L'autre question, c'est au niveau, à l'endroit de M. Jean-Claude, concernant l'Alliance internationale des éditeurs. Je voulais savoir comment est-ce qu'un jeune éditeur, par exemple, comme moi, peut intégrer votre alliance internationale afin qu'il puisse bénéficier des privilèges qui y sont. Merci. On fait dans l'ordre de questions. Oui, merci. La première question, c'était la vente directe aux libraires, c'est ça? En fait, non, moi je ne vends pas directement aux libraires. C'est le distributeur, le diffuseur et le distributeur, en l'occurrence c'est la même société, qui se charge de la vente, de contacter les libraires et de vendre les livres. Moi je lui envoie un stock et après c'est à lui de gérer ce stock. Et cette gestion se fait en échange, puisqu'il me dit que, puisqu'il y a une prospection, il y a des commerciaux, le diffuseur a des commerciaux qui font la tournée des libraires, et à la fin, on me dit, ben voilà, il faudrait nous envoyer 500, 1000, 200 livres que j'envoie au distributeur, et après c'est à lui de gérer ça. Pour la question comment j'ai trouvé le diffuseur-distributeur, ben, j'ai fait un listing et puis j'ai pris rendez-vous.
Et j'ai été vendre mon catalogue pour qu'il ait envie de le prendre en charge et à son tour de vendre les livres aux libraires. Voilà. Les distributeurs, si je peux me permettre, recherchent aussi évidemment des libraires qui ont une ligne éditoriale bien établie, avec une qualité éditoriale qui fait qu'ils peuvent entrer sur le marché français. Donc il y a aussi des critères qu'il faut remplir, avec un nombre aussi de diffusions suffisantes, enfin de parutions diffusantes. Donc il y a plusieurs critères qu'il faut absolument déjà définir auparavant pour pouvoir être certain que les démarches auprès des distributeurs pourront faire un contrat. Mais ce sera l'objet d'une autre table ronde sûrement. Jean-Claude. Si j'ai bien compris la question, c'était comment devenir membre de l'Alliance. Moi, je dirais qu'il faudrait commencer d'abord par s'informer sur les méthodes de travail, sur même la philosophie de l'Alliance, parce que c'est Alliance internationale des éditeurs indépendants. L'insistance étant sur le terme indépendant, il faudrait savoir d'abord ce que ça signifie exactement, d'une part, et d'autre part, il faudrait peut-être s'imprégner de quelque chose, d'une valeur qui a été souvent évoquée, je l'ai entendu à plusieurs reprises ce matin, c'est l'esprit de convivialité, de solidarité et de collaboration, de coopération, parce que vous avez parlé des privilèges, ce ne sont pas que des privilèges, mais il y a aussi beaucoup de, comment on va dire, beaucoup d'esprit de sacrifice qu'il faudrait être prêt à investir dans l'Alliance ou étant membre de l'Alliance. De façon formelle, ce qu'il faut faire, c'est adresser une demande d'adhésion et puis vous devrez, ou votre candidature sera, on va dire, parrainée éventuellement par, je crois, au moins 2 membres actifs de l'Alliance. Le mot d'ordre de l'Alliance, c'est donner pour recevoir. Voilà. Il y avait encore une autre question dans le fond de la salle. Je vous remercie de les indiquer. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle virtuelle? Non, tout va bien, on est tellement clair et limpide. Oui, bonjour. Voilà, c'était très intéressant, vraiment, c'est très enrichissant d'être ici. J'ai appris beaucoup de choses sur votre rôle en tant qu'agent littéraire. Je crois que c'est vraiment important. Hein. Il y a une telle séparation entre le Nord et le Sud. Ce que vous faites, ce que vous avez dit pour l'écrivain, monsieur Astier, ce que vous avez dit pour l'écrivain de Côte d'Ivoire, je crois, et c'est très touchant. Vous avez dû frapper à beaucoup de portes et en tous les cas, ce que je voulais dire, c'est qu'on s'aperçoit à quel point c'est difficile de publier un livre. Et le travail fait par les éditeurs, malgré toutes ces difficultés, c'est aussi, je tire mon chapeau. Nous en avons énormément. Moi, je regrette beaucoup, par exemple, je parle de la fiction là, qu'il n'y ait aucun contact transversalement avec nous, en tant qu'écrivains, avec les Algériens. Il n'y a rien, il n'y a aucune structure. Il y a une union, paraît-il, des écrivains maghrébins, mais est-ce qu'elle fonctionne? Ensuite, c'est vis-à-vis de la France. On n'a pas de contact, surtout avec... c'est fini, il n'y a rien. Et c'est pour ça que nous sommes... ce que vous faites, monsieur Astier, et aussi les éditeurs qui prennent ça à leur responsabilité à cœur, c'est formidable ce qu'ils font, qui arrivent même à avoir des prix pour leur... Et puis, pour ce que je voulais dire aussi, l'Afrique subsaharienne. Vous vous rendez compte qu'il n'y a aucun contact entre nous, je dirais de la Tunisie, je ne peux même pas parler de l'Algérie et du Maroc, malheureusement, alors que nous sommes ensemble, que nous avons les mêmes intérêts, les mêmes problèmes. Il n'y a rien avec l'Afrique subsaharienne. Il n'y a rien, il n'y a pas de passage. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Hein. Merci beaucoup. Je pense que ça rejoint aussi le propos, mais même pas uniquement au niveau des éditeurs, qui effectivement, il y a une mobilité qu'il faut améliorer entre différents territoires, même s'il y a une langue à partage. La mobilité à travers le continent africain n'est pas aisée et pas renforcée actuellement. On va prendre la dernière question et après on va terminer la table ronde. Alors bonjour. Je suis Aladji Ismail Si, éditeur et chef opérationnel de la maison d'édition numérique
et Bibouk au Mali. Alors, j'ai une question à poser à M. Pierre Astier. Mais bien avant, j'ai vu que ici on parle de diffusion des livres. Je n'ai pas entendu parler du tout du numérique. Le numérique, je me pose la question, est-ce que le numérique, parce qu'à Bamako, on a beaucoup travaillé depuis le début, notre début, on a essayé de voir avec les maisons d'édition physiques pour qu'ils nous donnent des livres qu'on publie dans notre librairie, parce qu'on a une librairie qu'on a créée déjà pour les maisons d'édition africaines et pour les auteurs africains. Et puis, on veut bien publier des livres qui ont des liens avec l'Afrique, comme par exemple le livre qui vient de parler, le livre de Camerounais qui vit au Canada. Donc, ma question c'est quoi? Est-ce que vous, éditeurs physiques, est-ce que vous avez un projet de diffusion des livres avec le numérique? Est-ce que... Ça, c'est la première question. Ma deuxième question, est-ce que oui, si oui, comment ça va se passer? Est-ce que vous allez vendre les droits à ces maisons d'édition numérique, ou bien vous allez mettre seulement les livres dans leur librairie et après les ventes, vous allez gagner de l'argent? C'est ça. Merci pour la question. Donc là, on entre dans l'aspect numérique de la diffusion qui n'est pas différent en fait en termes de partenariats éditoriaux. C'était le sujet de cette table ronde. Je ne sais pas si vous voulez aborder l'aspect numérique. En fait, principalement, le modèle économique, on va dire, d'un format numérique pardon. Voilà, ne diffère pas en fait de ce que ce soit le support, qu'il soit numérique ou physique, l'ensemble de la contractualisation sur la cession de droits, etc. est à peu près similaire. Donc il n'y a pas réellement de différence. Après, je comprends bien que vous ayez vous-même développé une plateforme qui permet d'accéder aux livres, mais vous êtes plutôt sur un modèle économique où, si je me souviens bien, l'accès du livre est gratuit. Bon, l'accès du livre chez nous, c'est gratuit. On a deux pôles. On a un premier pôle qui s'appelle Livre en partage. Dans le livre en partage, on publie des livres. Tous les livres qu'on trouve dans le livre en partage sont des livres gratuits. Après, si c'est des livres qui sont destinés à être vendus, après 100 livres téléchargés gratuitement, les livres basculent automatiquement dans la librairie payante. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais l'idée de livres gratuits, c'est d'avoir, pour que tout le monde puisse avoir une bibliothèque personnelle gratuite. Très bien. Donc ça, je veux dire, après, c'est l'ordre de la démarche personnelle envers les maisons d'édition, mais a priori, je peux laisser parler les différents éditeurs, qui c'est aussi représentant d'éditeurs. Peut-être que je vais donner la parole à Benoît Dubois pour qu'il vous donne une réponse par rapport à le support numérique en termes de diffusion des œuvres. Oui, évidemment, le support numérique a un très très gros avantage dans le sujet qui nous préoccupe, puisqu'il n'a pas de frontières. Donc on abolit évidemment toutes les distances, on abolit tout ce qui est obstacle entre un éditeur et un lecteur, mais à la limite entre un auteur et un lecteur aussi. Maintenant, ce faisant, il faut bien se dire aussi que l'édition gratuite, c'est quelque chose qui n'existe pas, et c'est la raison pour laquelle l'édition numérique, pour ce qui est des œuvres de fiction, reste particulièrement marginale. Quand on regarde les chiffres, tant les chiffres qui sont édités en France que les chiffres que nous avons en Fédération Wallonie-Bruxelles, mis à part les secteurs, je vais parler là pour le Wallonie et Bruxelles francophone, nous avons deux secteurs plus que locomotive en édition numérique, c'est édition scientifique, universitaire et juridique, d'une part, et édition scolaire, et après ça, c'est le désert.
Je crois me rappeler qu'en France, l'édition numérique, c'est à peu près 10% du chiffre d'affaires total. Donc on est vraiment dans une activité qui est considérée par les éditeurs comme une activité qui est marginale. Dans ce que je dis là, il n'y a pas de jugement péjoratif, mais c'est un fait, parce qu'il y a probablement des difficultés au point de vue du modèle économique par rapport à la rentabilité de base pour le papier. Voilà, merci beaucoup pour cette réponse, Manuel Dubois. Après, je pense que de toute façon, que ce soit sur un support numérique ou un support papier, le principal enjeu, c'est de trouver un lectorat. Et que l'ensemble, alors je ne sais plus qui disait que vous n'aimiez pas qu'on parle de la chaîne du livre, ou quelqu'un n'aimait pas qu'on dise la chaîne du livre, c'était Nicolas. Mais je pense que l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre, en tout cas, travaillent pour faire en sorte, quel que soit le support, d'atteindre un lectorat avec un contenu qui correspond à ce lectorat. Je vais conclure cette table ronde sur les coéditions. En tout cas, en fait, je vais aussi conclure sur le fait que les partenariats éditoriaux en fait, s'inscrivent particulièrement dans les coéditions. C'est un peu la conclusion première de cette table ronde, que finalement, est-ce qu'il y a d'autres formes de partenariats éditoriaux qui sont mis en œuvre à part les coéditions? C'est peut-être à inventer. Ou alors c'est peut-être les agents qui vont les inventer, les nouveaux types de partenariats éditoriaux, que a priori de manière parfois marginale ou alors prépondérante selon les secteurs, j'entends bien, enfin selon les domaines littéraires, cela peut prendre une part prépondérante ou une part marginale, que ça répond à un vrai besoin par rapport à un modèle économique pour développer un catalogue plus diversifié et aussi améliorer la circulation du livre. Donc les coéditions, a priori, sont amenées à perdurer, voire même à se développer. Je conclurai aussi en disant qu'a priori, ce n'est pas non plus la solution à tous les obstacles rencontrés par rapport à la diffusion du livre, et que la diffusion pourra, à mon avis, être améliorée aussi en améliorant d'autres aspects plus sensibles sur les frontières, la taxation, des choses comme ça. Je vous remercie tous autant que vous êtes d'avoir participé. Merci à nos intervenants en visioconférence. Et pour ceux qui ont la chance d'être présents ici, je vous propose de conclure pour avoir une légère pause avant d'accéder à la prochaine séance qui est en plénière. Je pense que nous allons continuer ces discussions de toute façon et qu'elles ne sont pas fermées. Et je retiens que la conclusion par rapport à notre proposition, c'est un soutien à la mobilité et prépondérant. Merci.